et bienvenue dans ce nouvel Associ. Céline Bastelica, vous êtes avec nous pour l'association Lire et faire lire. Bonjour. Bonjour. Alors, avec vous, nous allons parler donc de cette association et de ce qui en découle. Mais tout d'abord, pouvez-vous nous relater la création de cette association, puisqu'elle existe au milieu national aussi, Oui, au niveau plutôt national. Tout à fait. Alors, cette association a été créée dans les années 90 par l'écrivain et cinéaste Alexandre Jardin, qui s'était aperçu à l'époque en fait qu'il y avait un souci avec l'objet livre et avec la lecture donc. Et comme il venait d'une famille d'écrivains, d'éditeurs, qu'il était lui-même écrivain et passionné de littérature, il s'est dit qu'il avait quelque chose à faire avec les livres et pour les enfants, et pour la France aussi, puisqu'il est très engagé politiquement, hein, il a une démarche très politique en fait, et il a créé une association qui s'appelle Lire et faire lire. Le but, c'était de permettre aux enfants d'avoir accès aux livres, aux histoires et à la culture commune qui est portée par les livres, mais en choisissant un biais un peu particulier, c'est-à-dire le biais du lien intergénérationnel. Et pour cela, il s'est dit qu'il allait prendre des personnes de plus de 50 ans. Bon, on a posé la date à plus de 50 ans, ça aurait pu être un peu Pourquoi plus de 50 ans? Je ne sais pas, c'est une date qui a été posée à la création de l'association, parce que son souhait était que les enfants aient la possibilité d'avoir des lectures d'histoire par l'objet livre, par des personnes plus âgées qui pourraient représenter un petit peu leurs grands-parents, puisqu'il s'était aperçu, et autour de lui, on lui avait fait part, qu'en fait, de moins en moins d'enfants avaient la possibilité d'avoir des histoires le soir pour s'endormir, et que les grands-parents qui jouaient souvent ce rôle-là n'avaient plus le temps ou étaient trop éloignés d'un point de vue géographique pour continuer à raconter ces histoires. Donc il a eu cette idée de créer cette association, avec pour but précis donner le plaisir de lire aux enfants. C'est uniquement du plaisir, hein. Il est parti sur cette idée, puisque lui c'est un grand hédoniste, il prône toujours le plaisir de vivre, le plaisir de ressentir les émotions. Donc là pour la littérature pareil. Et il a créé cette association en se disant je vais essayer de la faire porter par d'autres associations qui puissent toucher un maximum de familles, puisqu'il fallait toucher les enfants. Est-ce que c'était spécialement pour des familles, on va dire, en milieu qui avaient des difficultés aussi bien financières, qui n'avaient pas aussi les moyens financiers d'acheter des livres? C'est évident qu'en faisant ça, il allait toucher tous les publics, parce que c'est sûr que Lire et faire lire, là on s'en aperçoit dans la pratique, parce que Lire et faire lire, en fait, vous avez des bénévoles qui sont mis en contact de groupes d'enfants dans des structures éducatives. Alors ce qu'on appelle les structures éducatives, ça va être des crèches, des haltes-garderies, des bibliothèques, peut-être des écoles, des cantines sur les temps périscolaires, une municipalité, un centre de loisirs, partout il y a des enfants. Et dans la pratique, donc, on s'aperçoit que les enfants qui ont déjà accès à la lecture, ou en tout cas qui ont raconté des histoires par le livre, n'ont pas vraiment besoin de lire et faire lire. Les enfants, je dirais, de mieux favorisés. Par contre, grâce à Lire et faire lire et aux bénévoles qui vont un petit peu partout, on touche tous les milieux sociaux et tous les enfants. Voilà. Une constatation a été faite par le fait justement d'être dans un milieu défavorisé, on lirait moins que ceux qui sont dans un milieu plus aisé? En fait, oui, apparemment oui. Oui. On lirait moins dans les milieux qu'on défavorisés, on a moins accès aux livres. En fait, dans nos cultures, c'est même pas une histoire de milieu défavorisé. En fait, dans la culture moderne, il y a l'histoire déjà du milieu social, c'est vrai, où apparemment on va privilégier par exemple la télévision. Parce qu'il y a les nouvelles technologies. Voilà, avec les nouvelles technologies, ça tout le monde y a accès, même dans les milieux les plus défavorisés. C'est sûr qu'on va avoir plus tendance à laisser l'enfant devant un écran que de lui donner un objet livre. Souvent, les parents eux-mêmes ont eu des difficultés en classe, ils associent la lecture à l'école, donc à la difficulté qu'ils avaient. Et grâce à Lire et faire lire, ces enfants-là vont percevoir par une personne qui n'a rien à voir ni avec un professeur, ni avec quelqu'un de sa famille, qu'on peut avoir du plaisir à prendre cet objet et à raconter des histoires. Et comme tous les enfants adorent les histoires, en général, ça marche bien. Voilà. Alors, en quoi consiste exactement votre association? Après, vous allez nous dire le rôle que vous avez vous, au sein de cette association. D'accord. Alors, moi, je suis salariée d'une association qui s'appelle la Ligue de l'enseignement de Haute-Corse. Alors, les ligues de l'enseignement, ce sont des associations qu'on trouve au niveau national.
il y a la Ligue de l'enseignement national et après vous en avez dans chaque région. Donc toutes les ligues ont en charge lire et faire lire, c'est-à-dire que leur mission est d'aider lire et faire lire à être promus, connus et à trouver des bénévoles. Et moi, mon rôle principal, c'est de coordonner les bénévoles avec les structures éducatives. C'est-à-dire que je cherche des bénévoles. Est-ce que c'est dur? C'est très dur, parce qu'en fait, les bénévoles en Corse, il y en a sûrement beaucoup, mais c'est difficile de communiquer pour leur faire connaître, parce qu'il y a beaucoup d'activités. Puis c'est surtout aussi parce que de nos jours, les retraités sont très actifs. Voilà. Ils ont beaucoup d'occupations, en Corse notamment. Ils s'occupent des petits-enfants, ils ont les activités personnelles. On est souvent de plus en plus jeunes à la retraite. Et du coup, comme ils sont très actifs, ils n'ont pas forcément du temps à donner pour des associations. Et puis 50 ans, c'est peut-être un voilà, petit peu jeune c'est un maintenant. petit peu jeune. Bon, ils ont posé cette date qui est un peu... Il fallait bien qu'ils choisissent une date. Il va falloir la revoir à la hausse. Oui, je pense. Hein, c'est une date qui date d'un certain temps, en fait. Mais en attendant, on a donc des bénévoles qui sont très actifs. Après, Lire et faire lire n'a aucun souci pour trouver des bénévoles dans ce qu'on appelle Bastia, Grand Bastia, ou c'est la même chose pour la Corse du Sud, Ajaccio, Grand Ajaccio. Combien y a-t-il d'associations Lire et faire lire en Corse? En Corse, il y en a deux. Enfin, il y a deux associations. Il y a Corse du Sud et Haute-Corse. Donc, en Haute-Corse, Bastia et Grand Bastia, on arrive à trouver des bénévoles, parce qu'il y a beaucoup de gens, évidemment. Là où on a un souci, c'est dans toutes les autres régions. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, parce qu'en fait, en Balagne, il y a un fort besoin de bénévoles. Et il y a des demandes de structures éducatives, c'est-à-dire qu'il y a des bibliothèques qui cherchent des bénévoles, il y a des crèches qui auraient bien besoin d'un petit peu d'aide pour la lecture, il y a des haltes garderies, il y a des centres de loisirs, mais nous n'avons très peu de bénévoles. En fait, j'ai en Balagne 2 inscrits. Voilà. Oh, c'est pas beaucoup. Non, pas et sur les autres associations? Sur les autres... Les 2 autres associations sur Bastia et le Grand Bastia, ça vous fait... Ah, vous voulez dire sur les autres régions, sur les oui. autres... Combien vous avez de bénévoles? Alors, pour qu'on ait une idée. En Haute-Corse, on a une quarantaine de bénévoles. Oui. Voilà. Mais là, je dirais qu'on en a une trentaine sur Bastia, Grand Bastia. Et après, ce qu'on appelle la plaine orientale, bon, il reste une petite partie et vous avez 2 bénévoles en Balagne. Mais voilà. Est-ce que ce n'est pas le fait que peut-être votre association, votre structure n'est pas encore bien connue en Balagne? Oui, bien sûr. Il y a peut-être un manque. Ça fait 2 ans en fait qu'on y est. On a communiqué par l'intermédiaire d'associations avec lesquelles la Ligue de l'enseignement a l'habitude de travailler. Et par les PAM, par les associations familiales, par les centres sociaux. Là, on a organisé des formations aussi également qui sont ouvertes à tous et gratuites, hein, pas seulement Le bénévole bénévoles. doit suivre une formation? Oui, alors quand on devient bénévole Lire et faire lire, en échange, je dirais, de ce plaisir qu'on offre, hein, de ce service qu'on rend aux enfants et à la communauté, puisqu'après, il y a plein de choses qui se passent pour les enfants. En échange, la structure porteuse s'engage à former les bénévoles. Former les bénévoles, ça veut dire les aider dans leur mission de lecture. Donc, il y a différentes formations qui sont organisées sur l'année, qui dépendent en fait si le bénévole est nouveau bénévole ou s'il a un petit peu d'expérience. Mais ça lui permet d'appréhender toute la littérature de jeunesse, qui maintenant est vraiment très importante, avec les livres qui vont marcher à coup sûr selon l'âge des enfants. Ça lui permet de faire des formations avec des comédiens, qui vont lui apprendre à placer sa voix, à travailler, à être un peu plus à l'aise, à donner de l'expression. On a fait des formations sur la poésie. Donc en fait, il y a plein de thèmes par rapport aux demandes qui sont faites souvent de la part des bénévoles, des structures, et on essaye d'accompagner le bénévole tout au long de l'année avec des petites formations comme ça qui sont dispensées. Pour s'enrichir personnellement. Bon, en général, le bénévole Lire et faire lire, son profil, ce serait quoi? Ce serait quelqu'un qui aime lire personnellement. Voilà. Il prend du plaisir, on ne cherche pas des enseignants. Après, bon, c'est vrai qu'on a des enseignants parce qu'ils ont gardé cette passion-là, mais on cherche surtout des gens qui aiment lire, qui aiment les enfants. Il n'y a pas une catégorie particulière de personnes, hommes, femmes? Pas du tout. Tout le monde? Pas du tout. Tout le monde est Et vous bienvenu. avez plus d'hommes que de femmes? Non, on a plus de femmes, évidemment, comme dans beaucoup de choses. Bon, c'est aussi les hommes sont souvent très actifs, justement, par rapport à la retraite. Hein. Ils ont des occupations, surtout ici, il y a plein d'occupations extra. Bon, les femmes ont plus de temps à donner, souvent. Voilà, elles ont plus. Apparemment, il y a plus de femmes pour l'instant. Voilà.
Donc on peut faire même appel aux messieurs, quoi. Bien sûr, aux messieurs, mais bon, à Lagne, moi je fais appel à tout le monde, hein, les dames, les messieurs, voilà, n'hésitez pas. Alors Céline, vous parliez tout à l'heure de l'enseignement, justement. Quel rapport avez-vous avec la Ligue de l'enseignement? Alors moi je suis donc salariée de la Ligue de l'enseignement de Haute-Corse, qu'on appelait anciennement la FALEP. Il y a également une FALEP en Corse du Sud qui s'appelle toujours FALEP. Hein. Bon, après l'histoire des noms, je ne saurais pas vous dire pourquoi ça s'est modifié, mais bon, voilà. La Ligue d'enseignement de Haute-Corse, c'est une association qui a pour mission de porter ce qu'on appelle l'éducation populaire. Vous avez un agrément? Nous avons des agréments éducation nationale, bien sûr. De toute façon, à chaque fois qu'un bénévole intervient dans une structure, quelle qu'elle soit, nous devons avoir une convention. Et cette convention, si c'est pour intervenir par exemple sur le temps scolaire, c'est une convention avec l'inspection d'académie que nous avons tous les ans, hein, puisque en fait, on en est même maintenant à un point où l'éducation nationale a mis dans ce texte qu'il serait souhaitable que les enseignants fassent appel à lire et faire lire pour appuyer, pas l'apprentissage de la lecture, mais comment on peut dire, le bain de lecture qui permet après aux enfants de devenir des bons lecteurs et donc de pouvoir poursuivre des études. Parce qu'on s'est aperçu qu'en fait, dès leur plus jeune âge, puisqu'en fait nous on a des bénévoles qui sont bénévoles pour les bébés lecteurs, c'est-à-dire pour les tout petits. Voilà. Il n'y a pas d'âge de départ, si vraiment Non, ça part même en général ça va être 6 mois, 7 mois, déjà. Voilà, dès la crèche, dès les tout petits, et puis dans les bibliothèques on a ce qu'on appelle les clubs de bébés lecteurs, hein, à Bastia et dans d'autres endroits. Comment ça marche? En fait vous avez la bénévole qui est assise dans un petit endroit convivial avec des petits coussins, il y a des paniers avec plein de livres. Et les bébés, selon leurs âges, alors vous avez ceux qui vont juste toucher les livres, les mâchouiller. Oui, puisqu'il y a des livres à toucher qu'on appelle, donc et il y a après, les matières. vous avez à partir de 1 an et demi, les enfants commencent à écouter l'histoire. Et grâce à cette écoute et à cette mise dans un bain, en fait, hein, en grandissant, il va avoir des facilités pour écouter les histoires, il va acquérir un vocabulaire qui va lui permettre de comprendre les choses et surtout son entrée en lecture va être vraiment facilitée à partir du CP. C'est pour ça qu'Alexandre Jardin tenait à ce qu'il y ait ce plaisir de lecture dès le plus jeune âge et pour tous, parce que le bain de lecture en famille ou en tout cas hors l'école serait hyper important, hein, ça a été prouvé pédagogiquement et scientifiquement, pour l'apprentissage de la lecture et la compréhension du monde ensuite, quoi. Et voilà. Quand il y a un bénévole qui fait la lecture, surtout aux petits, on va dire que c'est composé d'un groupe de combien de bébés? Alors, pour tout ce qui est, je dirais, organisation hein, de la séance de lecture, alors déjà, on s'adapte évidemment à l'âge. Quand c'est des tout petits, des bébés, si on a 3, 4, 5 bébés, c'est vraiment suffisant. En général, ça va durer entre 10 minutes et un quart d'heure pour les tout petits. C'est vraiment très court. Ils sont toujours assidus? Oui, ils ne sont pas forcément assidus, mais ce n'est pas très grave. Les bébés, on peut les laisser bouger. Vous en avez quelques-uns qui vont capter l'attention, enfin qui vont venir écouter à côté du lecteur. Et puis les autres, ils bougent un peu, ça ne les empêche pas d'écouter. Hein. Après, à mesure qu'on grandit en âge, ce sont des séances. Bon, lire et faire lire a un nombre de spectateurs, de petits spectateurs hein, précis. C'est-à-dire qu'un bénévole lire et faire lire ne peut pas prendre plus de 7-8 enfants en même temps. Il n'a pas le droit d'en prendre plus parce que le but, c'est le plaisir de la lecture. Il faut qu'il y ait un moment un petit peu intimiste, un petit peu convivial, comme quand on est avec sa grand-mère ou son grand-père à écouter une histoire. Donc, on peut pas, c'est pas de la... Sinon, après, ça risque d'être un peu cacophonie voilà, aussi. Et puis, ce ne sont pas des professeurs. Le but, il est quand même d'arriver à créer un moment de plaisir et d'intimité autour d'une histoire. Donc, c'est des petits groupes et on adapte à l'âge des enfants. C'est-à-dire qu'à mesure que les enfants grandissent, par exemple, si vous avez des enfants d'âge de 10-11 ans, vous pouvez évidemment lire pendant 20 minutes, une demi-heure, selon l'attention, hein, évidemment. Et est-ce que ça peut être, on va dire, l'effet inverse? On parle pour des enfants, on va dire, qui sont en âge de lire, que ce soit dans le groupe, les enfants qui lisent à tour de rôle. Est-ce que, parce qu'on entend lire et faire lire, donc... Il arrive parfois, notamment dans les bibliothèques, hein, que les enfants, connaissant bien le bénévole, lui proposent après, est-ce que je peux te lire une histoire? Bien sûr. Après, le bénévole, il a une mission qui est de lire une histoire aux enfants. Après, sa séance, il la conduit comme il veut. Si à un moment donné, il veut chanter une chanson, raconter quelque chose d'oral, hein, sans se servir de l'objet livre, s'il veut faire une petite mise en scène, s'il veut faire participer les enfants, il fait comme il veut. En général, ce sont des séances qui vont durer une demi-heure, 3/4 d'heure selon l'endroit. Donc, il y a quand même aussi la partie contact avec l'enfant.
On ne reste pas que sur la lecture. Après, évidemment, ce qui se passe, et c'est pour ça que c'est intéressant pour le bénévole, c'est qu'il y a une rencontre avec un groupe d'enfants qui vous attendent toutes les semaines. Hein, les enfants sont là, ils attendent que le bénévole vienne. Donc, ils le reconnaissent après partout où ils le voient. Donc, ça crée un relationnel important aussi pour le bénévole. Nous, les bénévoles qui ont commencé, bon, au début, souvent, ils sont un peu intimidés. Ils disent qu'ils n'ont pas le temps. Puis après, quand ils sont dedans, parce qu'il y a quand même un engagement, je dirais, régulier, c'est sur l'année scolaire souvent. C'est à quelle cadence? Alors, en général, ce qui est demandé aux bénévoles, ça va être une fois par semaine. Après, il y a des bénévoles qui peuvent qu'une fois tous les 15 jours, donc on essaye de trouver une structure adaptée, mais c'est à peu près une fois par semaine, voire plus. Le même bénévole va toujours au même endroit? Normalement, oui. Après, il peut avoir plusieurs endroits. Moi, j'ai des bénévoles, maintenant ça fait 2-3 ans qu'ils le font, du coup, ils ont 3-4 endroits où ils vont, et où ils sont attendus comme des rois, et où ça se passe très bien. Donc après, il y a aussi un plaisir du bénévole, hein. Il n'y a pas que le plaisir de l'enfant. Il y a une réciprocité dans l'échange, en fait, qui est très intéressante. Et on va parler encore des bénévoles, puisque si on veut que des bénévoles viennent dans votre association, on essaye de penser aux questions qu'ils pourraient vous poser. Oui. Est-ce que le bénévole qui va en crèche ou en halte garderie va être le même qui va, je dirais, dans un collège, par exemple? Alors, Ou il y a une catégorie 1, il y aura toujours le bénévole qui ira chez vraiment les tout petits et celui qui ira chez les moyens en âge. Alors, il n'y a pas de catégorie, c'est le bénévole qui choisit. C'est-à-dire que quand il s'inscrit, c'est-à-dire que là, en général, les gens on a fait une inscription chaque année. On renouvelle son inscription quand on veut être bénévole. Donc, quand il va s'inscrire, en général, les gens s'inscrivent au mois de septembre, hein, en début d'année, puisque l'opération commence sur une année scolaire, hein, c'est calculé en année scolaire. L'été, non, ça s'arrête. L'été, on a des bénévoles sur les centres de loisirs, mais c'est les bénévoles qui sont inscrits d'année d'avant, je dirais. Oui, bien sûr, il peut y avoir des bénévoles. C'est plus rare, parce qu'en général, l'été, les gens sont un petit peu occupés en vacances. Il y a justement les petits-enfants qui sont là. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a des bénévoles qui sont actifs sur les centres de loisirs. Il y a une possibilité. Hein. Donc, en fait, souvent, le bénévole va nous dire « Ah, moi, j'aimerais bien tel âge ». Parce que chacun a ses préférences. Donc, voilà, il y a des gens ça. qui vont adorer le tout petit. Ou... Non, personne n'impose. Moi, je fais en fait, quand on reçoit le bénévole la première fois, qui fait sa fiche d'inscription, comme je suis la coordinatrice, je me dois de le connaître, de savoir ce qui va lui convenir le mieux, puisque c'est un bénévole qui nous rend service, donc il faut qu'il soit à l'aise et qu'il se sente bien dans son action. Donc en fait, je pose des questions et on essaie d'établir avec la personne quel âge elle aimerait bien faire, quel lieu. Géographiquement, où elle peut aller, parce que par exemple dans le rural, c'est vrai que parfois il faut prendre la voiture, il faut se déplacer, voilà. Est-ce qu'on peut le permis ou pas, exactement. Donc on essaie de mettre au point tout ça. Et par rapport à ses demandes et ses souhaits, j'essaie de trouver la structure qui se rapproche le plus. Voilà. Donc souvent, évidemment, on a des gens qui sont plus attirés par les tout petits, d'autres par les plus grands. Après, en cours d'année, quand il y a des formations, on a une formation sur la lecture aux tout petits. Parfois, les bénévoles qui ne sont pas trop attirés par les tout petits, en faisant la formation, se découvrent une passion pour le tout petit, ou le contraire, vous voyez, pour les plus grands. Mais il n'y a pas de catégorie. Chacun choisit. Le bénévole choisit ce qu'il veut faire et où il a envie d'aller. Si ce n'est pas trop, il essaye un petit peu tout. Il y a un système de parrainage où les anciens bénévoles accompagnent sur un temps le nouveau bénévole pour lui montrer ce qu'ils font, comment ça se passe. Voilà. Alors, quel est le profil idéal de bénévole? Quels critères il doit avoir? Surtout l'envie de lire et l'envie de rencontrer des enfants, voilà, d'avoir un échange avec des enfants par le biais d'un objet livre, tout en sachant qu'aujourd'hui, dans la littérature pour enfants, comme on disait tout à l'heure, il y a vraiment beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'il y a des albums qui sont passionnants, il y a des illustrateurs passionnants, on les a retrouvés là sur le festival de la bande dessinée à Bastia, où il y a beaucoup d'illustrateurs pour enfants. C'est vraiment un domaine au niveau de l'édition qui est en pleine expansion. Donc il y a des classiques, il y a des choses vraiment très agréables aussi pour le lecteur. Et du coup, si vous avez la passion du livre ou simplement l'envie de partager des moments avec des enfants, voilà, nous cherchons des bénévoles et une petite disponibilité sur l'année, tout en sachant que s'il y a des périodes après où la personne est absente ou part en voyage ou des obligations personnelles, il n'y a pas de souci. Nous, après, on fait des systèmes de remplacement de bénévoles et puis bon, c'est du bénévolat. Hein. Bien sûr. Et ce bénévole, vous lui demandez combien d'heures de disponibilité dans une semaine?
En général, on demande d'être présent sur une action une fois par semaine, donc ce n'est pas des heures, hein, ça va être une demi-heure, bon, il faut qu'il compte une heure, le temps d'y aller, de revenir, à peu près 1 heure par semaine. Après, depuis l'année dernière, il y a les municipalités qui nous sollicitent par rapport à ce qu'on appelle les nouveaux temps, l'étape, qui sont souvent parfois sur des après-midi entières. Donc là, il faut trouver le bénévole qui peut être disponible de 2 heures de l'après-midi à 4h15. Par rapport aux bénévoles sur Bastia, on en a trouvé. Oui. Sur la dame qui intervient en Balagne et sur un temps également de ce type. Donc là, ça se passe bien. Après, oui. Bon, après, c'est un petit peu difficile parce que là, c'est vraiment un moment, les nouveaux temps qui vient de se mettre en place, qui est en train de s'organiser. Donc pour l'instant, ça reste un peu compliqué. C'est un petit peu à l'épreuve. C'est un peu à l'épreuve. Bon, oui. On a trouvé des bénévoles qui étaient des anciens bénévoles, qui du coup n'avaient pas peur, avaient envie de rester longtemps, parce que c'est vrai que ça ne les dérangeait pas de rester 2 heures d'affilée. Bon, après, ils ne lisent pas pendant 2 heures. Hein. Ils prennent plusieurs groupes différents, et puis il y a des pauses, des choses comme ça. Vous les gardez combien de temps en moyenne, les bénévoles? Pour l'instant, là, on a commencé il y a 2 ans. Tous ceux qui ont commencé, à part 1 ou 2 pour des problèmes personnels, sont restés. Voilà. Et comment ça s'est fait, puisque sur le continent, puisque cette association existe au niveau national, que ce soit aussi récent en Corse? C'était le temps, en fait, je dirais, qu'il y ait déjà des demandes et que la Ligue de l'enseignement ait le temps de le mettre en place aussi. Hein. Il y avait eu déjà une tentative il y a 5 ans, je crois, 5-6 ans. Et puis la personne qui était en charge de coordonner n'avait pas eu les moyens de le mettre en place par rapport à son temps où elle était occupée ailleurs, je dirais. Hein. Et là, il y a eu des moyens mis par la Ligue de l'enseignement pour développer cette action en Corse, parce que ça fait partie de nos missions. Voilà. Et il y a, on va dire, des lieux où vous intervenez plus souvent que dans d'autres? On intervient beaucoup dans les bibliothèques, beaucoup dans tout ce qui est crèche, dans les foyers d'enfants. Plus au niveau de la région bastiaise, je dirais, enfin de la Haute-Corse, hein, même en général, on intervient plus sur les structures hors éducation nationale que sur les structures éducation nationale. C'est-à-dire que dans les écoles, les professeurs qui font appel à lire et faire lire, pour l'instant, sont peu nombreux. Voilà. Mais bon, c'est pas forcément une mission puisqu'ils sont déjà formés pour lire la lecture aux enfants. Après, ce que ça peut leur apporter en plus, s'il y en a qui seraient intéressés, ce serait d'avoir une personne extérieure à la classe et qui du coup puisse donner autre chose aux enfants, hein, notamment une personne un peu plus âgée. Et c'est un autre lien, voilà, un autre lien au livre. Et de quelle manière ils font appel à vous? Comment ça se passe? Les structures, hein? Oui. Nous déjà, on en a au début, quand on a commencé, on a téléphoné un petit peu au réseau qu'on avait, on s'est fait connaître en passant par l'éducation nationale, par les comment on appelle ça, les coordinateurs pédagogiques. Pour les associations, on s'est fait connaître aussi. Après, il y a un site, il y a le site Lire et faire lire national. Donc en fait, souvent les gens s'inscrivent par le biais de ce site, aussi bien les bénévoles que les structures. Et dès qu'ils s'inscrivent, moi je reçois par mail le fait qu'ils souhaitent s'inscrire. Donc j'ai leurs coordonnées, je peux les rappeler. Et voilà, quoi. Et puis on est un petit peu communiqué quand même. Hein. On est passé en radio, on est passé un petit peu, on a mis des annonces, voilà. Là aujourd'hui en télé, donc voilà, il n'y aura plus d'excuses pour ne pas être connu. Tout à fait. Et vous y êtes depuis la création de Sur Bastia, oui. Alors depuis sa création à ce jour, est-ce que vous trouvez que vous avez été amené à aller de plus en plus souvent dans un grand nombre de structures? Oui, c'est resté... Non, les structures se développent. Après, moi, là, je suis un petit peu bloquée parce que je n'ai pas assez de bénévoles. Et ça, un petit peu partout. Hein. Même, si vous voulez, les bénévoles que j'ai qui peuvent agir régulièrement, parce qu'après, j'ai des bénévoles inscrits qui passent par des périodes où ils ne peuvent pas être en action, hein, mais je les ai tous positionnés. Maintenant, il me faut... et j'ai d'autres lieux qui cherchent des bénévoles. Maintenant, il me faut d'autres bénévoles. Voilà. Je manque de bénévoles. D'où l'objet de votre venue. Tout à fait. Je suis venue pour ça. Donc Céline, pour pouvoir recruter et que les bénévoles viennent à vous, je vais vous demander de nous donner un contact, un numéro de téléphone. Bien sûr. Pour savoir. Alors, donc, il faut appeler donc directement la Ligue de l'enseignement de Haute-Corse au 04 95 36 17 62 ou alors on passe par Internet, par le site Lire et faire lire et vous cliquez sur la région Corse et vous avez directement toutes nos coordonnées. Voilà. Céline Mastelica, merci d'être venue. Merci à vous de m'avoir accueillie. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine fois.